Bonjour à tous. Today, just like every day, nurses and doctors, lab techs and hospital staff are hard at work to keep us safe. They're showing up for us, and we need to do the same for them. Over the weekend, we received new shipments of essential personal protective equipment, including 4 planes worth of N95 masks. As we speak, workers are unpacking and validating these supplies so we can start shipping them to the provinces and territories as quickly as possible. These new N95 masks are in addition to the more than 820,000 that went to provinces last week. All told, this means that we have 1.1 million N95s ready to be shipped to the provinces and territories, with more to come. We have also received millions of pairs of gloves and will be getting new protective gowns delivered from domestic suppliers starting next Monday. En fin de semaine, on a reçu 4 envois d'équipements de protection individuelle essentiels, dont des masques N95. Il y avait aussi une commande pour le Québec. Ces nouveaux masques N95 s'ajoutent aux plus de 820 000 masques qu'on a reçus la semaine dernière. En somme, on se prépare à envoyer 1,1 million de masques N95 aux provinces et territoires au cours des prochains jours. On a aussi reçu des millions de paires de gants et on va recevoir des nouvelles jaquettes d'hôpital à partir de lundi prochain. Pour ce qui est des tests, on réalise des progrès importants. Je pense par exemple à l'entreprise Spartan Bioscience qui est basée à Ottawa et qui va fournir des dizaines de milliers de trousses à chaque mois. Comme la Dr Tam l'a dit hier, plus de 430 000 tests ont été réalisés au Canada. On va continuer d'augmenter nos capacités et d'étudier de nouvelles technologies pour simplifier les tests à travers le pays. In the last few days, we've also made progress on testing. Right now, we're moving forward on a range of rapid testing kits, both from here in Canada and internationally. This includes Ottawa-based Spartan Bioscience, who will soon be supplying tens of thousands of kits per month and potentially more as production increases. As Dr. Tam said yesterday, more than 430,000 Canadians have now been tested for COVID-19. Our experts and health professionals are working hard to increase our capacity to keep ramping up tests across the country. Demand for these supplies is going up, and we're going to make sure Canada can keep up. La COVID-19 a transformé le quotidien de tous les Canadiens, mais c'est clair que ceux qui vivent dans les régions arctiques n'ont pas exactement les mêmes enjeux que ceux qui vivent dans les villes. Par exemple, je sais que plusieurs s'inquiètent de voir les étagères d'épicerie vides. D'autres s'inquiètent à savoir si leurs centres de soins de santé ont suffisamment d'espace et de ressources pour combattre le virus s'il se propage dans leur communauté. Je vous assure qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter que cela arrive. Aujourd'hui, j'annonce que le gouvernement investit près de 130 millions de dollars pour aider les communautés nordiques à lutter contre la COVID-19. De cette somme, 72,6 millions de dollars seront versés au Yukon, au territoire du Nord-Ouest et au Nunavut pour leur système de soins de santé et pour lutter contre la COVID-19. On alloue aussi des fonds à Nutrition Nord Canada pour que les aliments et les biens essentiels demeurent abordables et pour aider les familles à rester en santé. Et pour que la nourriture et l'équipement médical puissent se rendre chez vous, on travaille avec les transporteurs aériens qui acheminent les produits essentiels dans le Nord. Finalement, je sais que plusieurs entreprises du Nord sont particulièrement touchées par cette crise. On offre donc de l'aide aux propriétaires d'entreprises dont les dépenses ne sont pas déjà couvertes par les autres mesures qu'on a mises en place. Today, I can announce that we are investing almost $130 million to support northern communities in dealing with COVID-19. If you live in the north, chances are you're worried about whether your local health centre has the resources to fight COVID-19 and to cope with cases that might come up. So we're providing $72.6 million to the Yukon, the Northwest Territories, and Nunavut, specifically for healthcare and community preparedness.
We're also investing more money to Nutrition North Canada. This will make it easier to afford the food and basics that keep you and your family healthy. And to ensure that things like groceries and medical equipment can continue to get to you, we're providing funding for Northern air carriers to transport these supplies. These are tough times, but we're going to help you through them, to set your community up to come back strong when things get better, because they will. We have to think about small businesses, too. I know entrepreneurs in the North have been hit especially hard by this crisis. If you own a business and your costs aren't already covered by other measures we've put in place, we're giving CanNor more funding to help. No matter where you live, in a small community or a big city, we're here for you. This weekend, we brought Parliament back to pass the largest economic policy since the Second World War. With the Canadian Emergency Wage Subsidy, we will protect jobs by helping businesses keep their employees on the payroll. We'll be rolling this measure out as quickly as possible. And now, as many people as we've already helped, and we're talking about millions of Canadians, we know there is more to do. You might not currently qualify for the Canada Emergency Response Benefit, but you still might need a hand. If you're a student or an essential worker, for example, this week we'll be talking about how to reach you, while also supporting sectors that have been especially hard hit. At the same time, we're working to enhance the Canada Emergency Business Account, as well as new supports on commercial rent for businesses that are hardest hit. I'll have more to say about all this soon. If you've come back to Canada from abroad, as of today, we are strengthening measures. Now, if asymptomatic travelers cannot explain a credible quarantine plan, they will be required to quarantine in a hotel. This will come into effect at midnight tonight. We are also announcing $20 million for the Canadian Food Inspection Agency to strengthen food inspections and keep our food supply safe. This will mean we can build capacity for more overtime and extra shifts for inspectors to fill demand. It also means we can invest in things like hiring and training to get more people on board. On vit des moments difficiles. Et à travers le pays, je sais que beaucoup de gens sont inquiets, pas juste pour leur avenir ou leur santé, mais pour celle de leurs parents et leurs grands-parents. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables face à la COVID-19, ce qui veut dire qu'on ne devrait pas aller les visiter dans les résidences pour personnes âgées et les établissements de soins de longue durée. Pour aider à les protéger, on a publié de nouvelles lignes directrices pour ce type d'établissement. On a établi des règles claires sur la restriction des visites, les mesures de contrôle du personnel et les procédures à suivre en cas d'infection. En même temps, on continue de travailler avec les provinces et les territoires pour faire en sorte qu'elles possèdent tout ce dont ils ont besoin pour garder les gens en santé. I want to take a moment to speak directly to everyone who's lost a loved one. If you're grieving, know that you're not alone. We are here for you, even through this incredibly tough time. And you remind us why it's so important to do everything we can to keep one another safe. We all need to do our part. We can't let up now. So to everyone, stay at home. And no matter what, stay 2 meters apart if you do have to go out. When it gets hard, let's remember that we're all in this together. Merci beaucoup. Et maintenant, première question. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone. Modérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. The first question, Kate Bongaro, Bloomberg. Line open. Hello, Mr. Prime Minister. I'm wondering, what is your government's concrete plan to reopen the economy? For example, a rolling, staggered, or an all-at-once approach? And can you give us more information about these plans and your discussions with the provinces on reopening the economy? I know that everyone is very interested to know when things are going to get back to normal, when they'll be able to go back to work, when we'll be able to leave this isolation at home, when kids will be able to go back to schools. The reality is it is going to be
weeks still. We recognize that it is going to be important to get our economy going and that we will have to do it in phases. We will have to remain vigilant until such a point as a vaccine against COVID-19 is found. We are having ongoing discussions with the provinces at this point. We recognize that different regions of the country are at different places along the evolution of their COVID-19 curve. We're going to make sure that we try to stay coordinated as best as possible, but those discussions are ongoing about how we're going to reopen the economy. It's just that it's going to be a while still. And you had just mentioned sectors. Sorry, I just let me answer in French. Évidemment, les gens veulent savoir à quel moment nous allons pouvoir reprendre la vie normale, quand ils vont pouvoir retourner au travail, quand ils vont pouvoir retourner à l'école. La réalité, c'est que nous allons devoir rester extrêmement vigilants et dans la situation dans laquelle on est pendant encore bien des semaines. Mais à un moment donné, on va pouvoir, j'espère, commencer à relâcher certaines mesures. On va faire ça en coordination avec les provinces. On reconnaît aussi que différentes régions de notre pays font face à des impacts différents et sont à des différents moments sur leur courbe d'évolution de la COVID-19 et nous allons être vigilants jusqu'à, évidemment, on ait un vaccin. Alors, c'est des conversations qui vont continuer, mais ce n'est pas pour tout de suite. Follow-up, Kate? Okay, perfect. So, and you had just mentioned about sectors who have been especially hard hit by COVID-19 and that we should be expecting news on help for them soon. And I'm wondering specifically, when is the oil industry bailout coming? First of all, we recognize that the most important thing from the very beginning was to get help out to Canadians right across the country, regardless of the sectors they're in, regardless of their situation or their location. That's why we put forward two extremely strong measures that help all workers across the country. The Canada Emergency Response Benefit for people who've lost a paycheck and the emergency wage subsidy so that people can keep their jobs and be ready to come back to work when the economy comes back. As I've said a number of times, we will and we are looking at more specific sector-related relief and supports for those sectors that are hardest hit, whether it's the tourism sector, the airline sector, or the oil and gas industry or others, and we will have more to say on that shortly. Thank you. Next question. Thank you. Merci. La prochaine question, Raymond Fillon, TVA, à vous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Au sujet des centres pour aînés, je comprends que c'est une juridiction provinciale, mais outre l'émission de lignes directrices, qu'est-ce que votre gouvernement peut faire devant une situation comme celle qu'on voit actuellement dans de nombreux centres pour aînés, notamment au CHSLD Heron dans la région de Montréal? Écoutez, c'est des histoires épouvantables. Nous avons tellement, nous envoyons toutes nos sympathies et nos condoléances aux familles affectées, pas juste là, mais à travers le pays par le haut taux de mortalité dans nos centres d'aînés. C'est pour ça que nous soulignons à quel point les gens doivent suivre les instructions et rester chez eux et garder leur distance pour freiner la propagation de la COVID-19. Comme vous dites, les centres d'aînés et les résidences d'âge d'or sont une juridiction provinciale. Nous, on a mis des recommandations, des lignes directrices en place et on continue de travailler avec les provinces pour faire ce que nous, on peut faire pour les aider, pour garder nos aînés en sécurité. On reconnaît que ce sont ceux qui sont les plus vulnérables à la COVID-19 et c'est pour ça que nous devons tous, à tous les différents paliers de gouvernement et tous les Canadiens, faire tout ce qu'on peut pour les protéger. Okay. We recognize the terrible and tragic stories that have come out of seniors' residences and long-term care facilities across this country, and our hearts go out to families who've lost loved ones in some terrible ways. We know we need to do more, and that is why we are highlighting how important it is, not just for ourselves, but for our loved ones, for our healthcare workers, for our seniors, that we
continue to follow directions, that we stay home as much as possible, that we keep 2 meters apart wherever we can, and that we continue to wash our hands regularly. We need to make sure that our seniors who are most vulnerable to this are protected. As mentioned, seniors residentially mandated, but the federal government has put forward guidelines for across the country that seniors are protected. Suivi. Un des gros problèmes dans ces centres, c'est le manque criant d'employés, de personnel. Est-ce que les médecins, les infirmières des forces canadiennes pourraient être mis à contribution? Avez-vous à faire quelque chose en ce sens-là aux provinces? Nous reconnaissons qu'il y a des mesures prises par les provinces, par exemple, pour forcer les gens à ne travailler que dans un centre et pas dans plusieurs différents centres, qui vont aider à protéger les gens, mais qui vont créer des besoins d'embaucher, de trouver de nouvelles personnes pour travailler dans ces centres-là, pour aider nos aînés. Et on est en train de travailler avec les provinces pour essayer d'assurer qu'on a la capacité d'avoir les gens nécessaires pour aider nos aînés. Okay. We recognize that some of the measures taken in place to protect our seniors in our long-term care facilities, such as asking people to only work in one center instead of a few of them, will mean a need to hire more people to support our seniors and to work in those centres. And we're going to continue to work with provinces on ways to ensure that people can be found to do this important work. Thank you. Prochaine question, modérateur. Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. J'aimerais revenir à votre séjour, à votre résidence secondaire du lac Harrington. Depuis plusieurs semaines maintenant, les autorités nous disent de ne pas aller à notre chalet. En Outaouais, il y a même des postes de contrôle sur les ponts pour empêcher les gens d'aller d'Ottawa à Gatineau. Alors, je me demandais pourquoi, dans le cas de votre famille, c'était correct ce que vous aviez fait. Je l'ai annoncé la semaine passée que après 3 semaines de travail ici, ma famille qui vit en permanence au lac Harrington, que j'allais aller passer Pâques avec eux, et c'est ce que j'ai fait. Nous continuons de suivre toutes les instructions des autorités. Okay. As I mentioned last week in my presentation, after 3 weeks of my family living up at Harrington and me working here, I went to join them for Easter. We continue to follow all the instructions from public health authorities. Merci. Question de suivi, Hélène? Mais oui, avez-vous eu une indication comme quoi c'était correct? Parce que c'est une question que les gens se posent sur les médias sociaux. Ils nous écrivent, ils se demandent pourquoi, pour vous, c'était correct de vous rendre à votre chalet voir votre famille en fin de semaine. Ma famille vit là depuis 3 semaines. C'est là où ma femme et mes enfants sont. Et comme j'ai annoncé la semaine passée, je suis allé passer Pâques avec eux. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question au téléphone. Modérateur. Thank you. Merci. Next question, Alex Ballingal, Toronto Star. Line is open. Morning, Prime Minister. You mentioned in your introduction that people traveling to Canada will need a credible quarantine plan. Can you expand on what the government's definition of a credible plan will be? Who will assess that, and where will that be applied at the land border as well as at airports? The order that goes in tonight is the strengthening of the Quarantine Act orders to give authorities the ability, upon evaluation of the person entering Canada's plan to self-quarantine. If it is inadequate, they will be required to quarantine in a hotel. Examples of things that could be inadequate, for example, if their plan is to go stay in a place where there are many elderly family members at risk of COVID-19, or whether they don't have a set destination if they've been outside of the country for many years. We now have the authority to require them to self-isolate for 2 weeks in a quarantine location like a hotel. On follow-up? Okay. Yeah, I noticed in the daily updates from public health, there's been incomplete information sort of stubbornly over a period of time, with case report forms on only 62% of our cases, hospitalization data for less than half. Why is this
such an incomplete picture, and are you concerned that having an incomplete picture will affect or make it more difficult to allocate resources across the country? I want to warn about the state of a number of industries across this country, including the oil and gas industry, and that's why we have worked hard on making sure that we're giving the right supports for the industry, and particularly for workers across the country. Our focus has always been on ensuring that good Canadian jobs remain. We know that Canadians and families are suffering, and that's why we need to support them. Okay. Nous reconnaissons à quel point c'est important de protéger nos industries pour qu'on puisse revenir en force une fois cette crise terminée. Mais ça passe toujours pour nous par l'appui aux travailleurs et aux familles qui sont affectées par la COVID-19. Hello, Prime Minister. It's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. You said that you're going to have more news about essential workers and the CERB in the coming week, but employees at long-term care facilities are already leaving their jobs. You brought Parliament back and you passed the wage subsidy this weekend, but there was no specific help included for the long-term care industry. What specifically is your government going to do now to keep long-term care facilities properly staffed so that the new guidelines your government implemented this weekend can be followed? We were in conversation with the provinces right now on moving forward on a model of increasing support for long-term care workers and other workers in essential industries, like Quebec has done, to ensure that people are motivated and encouraged financially, as well as because it's something that they believe in deeply, to continue caring for our most vulnerable. Nous reconnaissons que le Québec, par exemple, a pris des mesures concrètes pour encourager et récompenser ceux qui travaillent dans des emplois essentiels comme dans nos résidences de personnes âgées, qui sont tellement importants en ce moment-ci. Et nous sommes en discussion avec les provinces pour garder cela à l'échelle nationale. On a separate subject, some security experts are saying that Canada's intelligence network was not prepared for the pandemic, and that instead of being able to rely on our own Canadian intelligence, we were dependent on our American allies as well as the Five Eyes network. When specifically and exactly did Canadian intelligence tell you about the possibility of a pandemic, and when did you hear that information from our allies? We had meetings of the incident response group as of late January to talk about the COVID-19 potential threat. We were well coordinated with our Five Eyes allies and other intelligence services around the world, and being aware of this potential challenge on the horizon, and we're dealing with it as of the end of January. Nous avions eu des rencontres au niveau de sécurité et intelligence en fin janvier, où on a souligné l'importance et la préoccupation que nous avions tous par rapport au coronavirus. Et c'est quelque chose que nous avions continué à suivre à partir de ce moment-là, de concert avec nos alliés des Five Eyes et des autres alliés autour du monde. Bonjour, M. Trudeau, Christian Noël de Radio-Canada. Vous avez parlé tout à l'heure de reprise graduelle de l'économie. En anglais, vous avez dit « in phases ». À quoi ça pourrait ressembler au Canada, une reprise graduelle de l'économie pour les gens dans leur vie de tous les jours, mais aussi à la frontière avec les États-Unis? Je comprends que les gens veulent savoir quand on va pouvoir reprendre des activités économiques qu'on a suspendues pour l'instant, mais je dois mettre l'emphase sur le fait que nous devons rester dans cette phase-ci pendant encore un bon bout de temps. Nous ne sommes pas passés de l'autre côté de la courbe de cette première vague de la COVID-19 et nous devons tenir bon jusqu'à ce que la science et les experts nous disent qu'on peut commencer à relâcher certaines mesures. Il va y avoir certaines industries, certains secteurs où les gens pourront se remettre au travail de façon plus sécuritaire, et c'est avec quoi on va discuter avec les provinces, ce sur quoi on va discuter avec les provinces dans les semaines à venir. Par rapport aux États-Unis, on continue d'être en discussion avec les Américains sur une approche coordonnée, mais c'est sûr que les restrictions de voyage vont sûrement durer encore bien des semaines. We recognize that people are eager to know when we'll get into the next phase and be able to loosen some of the restrictions on work, on school.
We will be looking at that very carefully with the provinces in different ways across the country to make sure that where we start work up again in the weeks where we're allowed to do that, because right now we are still very much in this phase and will need to remain in this phase for a good while still. But as we start to open up, we will be strategic and vigilant about what we are able to do in a very gradual way. In regards to the American border, we recognize that travel restrictions are going to remain extremely important in terms of containing the spread of COVID-19 in Canada, and we're going to continue to work with the Americans and people around the world to ensure that we continue with these restrictions. Pour ce qui est des maisons de soins de longue durée, vous dites que vous êtes en conversation avec les provinces pour voir comment vous pouvez les aider. Donc, que demandent les provinces? Est-ce que c'est de l'argent, du personnel, l'intervention du personnel médical de l'armée? Est-ce que ça, précisément, ça fait partie des conversations? Et qu'est-ce que le fédéral peut faire concrètement, pas juste les lignes directrices, mais concrètement pour les aider? Les conversations sont variées avec les provinces sur les résidences de personnes âgées à travers le pays parce que les différentes régions sont dans des situations extrêmement différentes. Il y a des provinces qui sont très intéressées par le modèle québécois qui veut donner de la paye extra à ceux qui travaillent dans nos centres d'aînés. Et des provinces qui sont intéressées. Le gouvernement fédéral pourrait participer à envoyer de l'argent pour aider ces gens-là. Il y a d'autres propositions de différentes provinces qu'on est en train de regarder, mais on reconnaît à quel point c'est important d'être là pour les personnes âgées. Et à ce que je connaisse, il n'y a pas eu de demande encore pour l'armée canadienne. In English, please. We've been looking at different ways of ensuring that our long-term care facilities and our seniors' residences have the support that they actually need, have the workforce that they need to take care of our seniors. There are a number of provinces looking at the model put forward by Quebec that involves a salary top-up for people working in these essential jobs. We are willing to participate in that, in sending money to the provinces to help in those, and we're having discussions with the provinces about what that is. But there are very different needs and situations right across the country, and we're continuing to work with different provinces on their different priorities. Prime Minister Tom Perry with the CBC News. Premier Jason Kenney says that federal bureaucracy is standing in the way of approving tests and drugs to use against COVID-19. He's directed his officials to consider using medications that have been approved by Europe or the U.S. Health officials. Health Canada is the regulator of these approvals here in Canada, so what would the consequence of a province attempting to do this be, given it doesn't have that jurisdiction? We are in an unprecedented crisis, and that creates a significant level of anxiety. So I understand that people can get anxious and impatient about things, but as a government, we are going to remain grounded in science. We are going to remain grounded in our experts who are doing an excellent job in ensuring that Canadians are kept safe and healthy. Okay. Je reconnais que dans une situation sans précédent, des gens peuvent devenir anxieux et impatients. Mais nous allons rester ancrés dans les recommandations des scientifiques, des experts en santé publique par rapport à comment nous devons faire pour garder les Canadiens en santé et en sécurité. Premier Kenney also spoke yesterday about Dr. Theresa Tam, and he said he believes she's qualified to be Canada's Chief Public Health Officer, but he also said that in January she was repeating talking points out of the People's Republic of China about there being no evidence of human-to-human transmission. What's your response to that? And do you think comments like this run the risk of undermining the credibility of Canada's public health officials? I think Canadians have demonstrated that they have a tremendous level of trust and confidence in our public health officials and in our medical system. And we are going to continue to work with top medical officials like Dr. Theresa Tam to make sure that we're doing everything we need to do and have done every step of the way to keep Canadians safe. Les Canadiens ont raison d'avoir confiance dans nos experts de santé publique, dans nos experts médicaux, parce qu'ils sont là pour nous aider, pour nous protéger. Nous allons continuer de travailler avec tous les experts en santé publique pour assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens, incluant évidemment la merveilleuse Dr. Tam. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse aujourd'hui. Merci tout le monde.